Hello, welcome back en live. J'ai eu un petit délai parce que j'ai essayé de le faire via mon ordinateur, le live. J'ai essayé de le faire via Riverside parce que vu que j'ai deux écrans, je voulais enregistrer sur un seul écran pour le mettre après sur YouTube. But that didn't work out. That's fine. De toute façon, on a le temps de le faire ici. Je vais mettre l'écran comme ça, c'est plus facile pour moi d'aller mes notes pour faire ce live-ci. Mais voilà, l'objectif c'était de le faire sur mon ordinateur pour que vous puissiez avoir accès après sur YouTube. Mais je pense que je vais devoir le prendre d'ici et le shipper sur YouTube après. En tout cas, ce problème technique va être figured out eventually. Welcome, welcome, bienvenue. Alors pour celles qui ne savent pas c'est quoi le sujet du jour, et ceux qui ne le savent pas, il s'agit bien du perfectionnisme et pourquoi tu n'arrives pas à te satisfaire ou à être satisfaite dans ta vie. Hello! Et je vais aller vivre dans le sujet parce que j'ai pas envie de faire perdre ton temps. Puis ceux qui regardent aussi en replay, j'aimerais ça que vous puissiez avoir accès à l'information rapidement. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le perfectionnisme ou le fait d'être tout le temps à la recherche de quelque chose qui est parfait fait partie de ce qu'on appelle au niveau de notre psyché le critique intérieur. Il y en a au nombre de 7. Et le perfectionnisme est souvent le deuxième qui va venir se montrer dans notre vie, ou encore le troisième, tout dépend des personnes. Généralement, ça va être l'autocritique, le premier, qui va assembler toutes ces voix-là ensemble. Et on va avoir, en guillemets, le chef de corvée, si on peut dire ça comme ça dans notre psyché, qui va nous dire, il faut que tu travailles fort, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, tu dois, il faut. On a le perfectionniste, qui est généralement en lien avec le il faut, donc le chef de corvée, et qui est en lien aussi avec ce qu'on appelle le côté procrastinateur, notre procrastinateur intérieur, qui va être porté beaucoup plus à nous dire je suis fatiguée, je suis épuisée, j'ai envie de me reposer, ça me donne pas envie, j'ai pas assez de ce petit truc, cette dopamine qui va venir aller me mener vers l'action. Sauf que beaucoup de personnes dans notre société moderne pensent qu'avoir un critique intérieur est une bonne chose, ou plutôt de l'autocritique est une bonne chose, parce que ça nous permet de nous motiver. Spoiler alert! Quand on a un discours intérieur qui est basé sur le « il faut, je dois » ou « t'aurais dû », on finit par s'épuiser. Particulièrement quand on est une femme, beaucoup plus que quand on est un homme. Donc si tu écoutes ce live en ce moment, c'est que probablement toi aussi tu as déjà eu cette voix-là à l'intérieur de toi qui a commencé justement peut-être depuis l'enfance à te hanter. Une voix qui t'a déjà empêché de savourer les choses que tu as accomplies dans la vie, peut-être une petite réussite qui est en final une grande, en sorte. Moi, je suis une adepte des small wins. Des fois, je fais un petit truc et ça, c'était au début quand j'ai commencé vraiment tout ce travail-là. J'écrivais sur un post-it puis je mettais partout pour que je puisse aller relire mes petites victoires, mes petits small wins, ok? Et malheureusement, le perfectionnisme et le critique intérieur vont nous empêcher justement d'aller trouver de la joie ou du romantisme dans ce qu'on fait et dans ce qu'on réussit en quelque sorte. Et l'objectif devient limite une menace à atteindre en quelque sorte parce que le cerveau dit OK, et maintenant que c'est fait, we don't give a fuck, what's next? So, on va chercher tout le temps quelle est la prochaine chose à faire, la prochaine tâche à faire. Et il y aura toujours derrière aussi la voix de t'aurais pu faire mieux, t'aurais dû faire mieux. OK? Et le perfectionnisme, c'est un poison déguisé en bonne vertu. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes vont aller confondre perfectionnisme et excellence. Et dans la société dans laquelle on est, on va féliciter les gens qui sont dans cette quête, entre guillemets, d'excellence, même si c'est pas vraiment une quête d'excellence, parce qu'on est dans la rigidité, on est dans l'extrême. Quand on est dans le perfectionnisme, on est dans l'extrême, on n'est pas dans la quête de l'excellence. L'excellence, c'est une bonne chose. Tout le monde mérite d'avoir de l'excellence. Vous, moi, le voisin, tout le monde a ce mérite d'avoir l'excellence. Seulement, quand on parle de perfectionnisme, on parle de quelque chose qui est beaucoup plus malsain, qui est un poison, comme je disais, déguisé en vertu. Et on va féliciter cette exigence parce que, on va voir la personne, on va essayer de qualifier la personne comme étant quelqu'un qui est ambitieux, qui est appliqué, etc., etc. Sauf que tout ça, ce que les personnes ne voient pas derrière, ceux qui justement, ils donnent du mérite ou ils encouragent ces comportements-là, ce qu'ils ne voient pas derrière, c'est que c'est une façade. Une façade où est-ce que tu es constamment toi-même en guerre avec toi-même. OK? Et
Et l'affaire, c'est que quand on est en guerre avec soi-même constamment sur des choses qu'on fait, on n'arrive pas à expliquer pourquoi on n'arrive pas à être satisfait dans la vie. Pourquoi on n'est jamais content. Pourquoi on n'est pas bien. Pourquoi on est triste. Pourquoi. Parce que la voix intérieure là, qui est à l'intérieur de nous, elle n'est pas en train de nous aider à réussir ou aller vers ce chemin de l'excellence. Elle est plutôt en train de nous détruire à petit feu. Et donc, on peut penser que c'est une alliée, mais c'est plus une voix qui est empoisonnante. Ceci me permet de prendre une petite gorgée de thé. By the way, je suis en fin phase lutéale. Mon thé, c'est à base d'ortie, à base de rose, à base de pommes, cannelle, camomille. Je suis in love. Donc, je vais rentrer dans le vif du sujet par rapport à l'origine du perfectionnisme. Le perfectionnisme, c'est une réponse traumatique. Okay? C'est un mécanisme de défense. C'est une stratégie de survie parce que enfant, on n'a pas ressenti la sécurité d'être qui on est. Et je vais t'expliquer tout ça, ok? Donc, si enfant, tu faisais des erreurs, puis tu as compris que faire une erreur était un synonyme de critique, de rejet, d'humiliation, de punition, de cri, ben, tu as appris que, en fait, tu n'as pas le droit à l'erreur et que l'amour que tu recevais des adultes va uniquement dépendre de ta performance, en fait, de ce que tu fais. OK? Et donc, ton système nerveux, de manière archaïque, déjà, il a ce programme à l'intérieur, mais aussi à travers ton enfance, il va venir encoder le message suivant. Je dois être irréprochable pour être en sécurité. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que tu vas risquer de mettre ton système nerveux sans t'en rendre compte. Hein, c'est un message qui se transmet par le corps vers le mental. C'est que tu vas commencer à vouloir faire plaisir et plaire à tout le monde. Et quand on plaît et fait plaisir à tout le monde, on ne peut pas se satisfaire soi-même. Right? Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Le résultat, c'est que on va croire toute notre vie que tout dépend des résultats qu'on met en place par rapport à chaque chose qu'on fait. De l'image qu'on présente auprès des gens. Et de ce que les autres vont constamment penser de nous parce qu'on ne sait pas avoir cet effet de retour à soi, où est-ce qu'on se permet de faire des erreurs et d'avancer. Parce que l'erreur, c'est quelque chose qui est humain, c'est quelque chose qui permet de rectifier les choses et d'améliorer les choses. Ici, l'erreur, elle n'est pas permissible. Et donc, le perfectionnisme devient une armure, une manière d'approcher le monde et de dire au monde, « Hey guys, regardez, tout va bien, je fais tout bien les choses. Ne m'abandonnez pas parce que je suis parfaite et je suis gentille. » Okay? C'est pour ça qu'il y a un lien avec le people pleasing. Et quand je disais tout à l'heure, je parlais de la complaisance, ton système nerveux se met en mode complaisance, c'est que tu cherches tellement à plaire à tout le monde que tu te mets dans une situation où est-ce que la perfection ne te donne pas l'accès à tes émotions, ne te donne pas l'accès à qui tu es, ne te donne pas l'accès à faire des erreurs pour justement améliorer les choses dans la vie. Et ce, dans tous les champs de ta vie, ok? Ça peut être au travail, ça peut être dans tes relations intimes, ça peut être dans tes amitiés, avec tes parents, etc., etc. Et comme je le disais au début du live, l'erreur qu'on fait dans notre société, c'est qu'on croit que c'est une recherche d'excellence, une quête d'excellence. Pour moi, juste pour vous dire, si jamais vous avez lu les livres de Lise Bourbeau, vous pouvez faire le lien avec ça, ok? Le perfectionnisme est un résultat d'une blessure, du rejet de l'enfant qui a fait une erreur. Et cet enfant-là, tellement qu'il n'aime pas justement être dans une situation où est-ce qu'on va le punir, entre guillemets, ou lui enlever de l'amour, il va commencer à développer la blessure de l'injustice et trouver que le monde est injuste. Donc, il va encore devenir encore plus accro à cette recherche de perfectionnisme que toute sa vie, son mode de vie, son fonctionnement, son système nerveux, son cerveau va fonctionner sur cette méthode-là. Okay? Ça me rappelle un cas d'une cliente, par exemple, même sa manière de s'habiller était basée sur son perfectionnisme. Okay? Les choses devaient être impeccables, devaient être proches du corps, il ne devait pas avoir un tissu sorti de l'autre côté ou quoi que ce soit. Il fallait que ce soit complètement droit et carré. Pour ceux qui veulent une référence dans la culture populaire, Desperate Housewife, Brie. Brie is the best example. Okay? Donc, ceci va expliquer pourquoi, même quand tu réussis des choses, même quand tu fais des choses qui te passionnent, tu vas te sentir déconnecté émotionnellement. Parce que tu n'arrives pas à avoir accès à cette vulnérabilité.
l'erreur fait partie en quelque sorte de la vulnérabilité. Et donc, parce que ton cerveau n'a pas compris ce que c'est de savourer les choses, même quand elles sont toutes petites et qu'elles sont insignifiantes et qu'elles ne sont pas parfaites, ben, tu vas commencer constamment à anticiper le danger. OK? Et ça me rappelle une autre situation d'une cliente. Je me rappelle qu'elle m'avait dit, elle me disait, Lamia, j'ai jamais entendu quelqu'un de ma famille, ou quand j'étais enfant, me dire, je suis fière de toi. OK? Et la seule fois où on m'a remarqué au travail, OK? C'est quand je ramenais uniquement des clients, de l'argent, ou à l'école, quand je ramenais uniquement des 100%, des A+, à la maison. Et elle a jamais appris à s'arrêter ou de temps en temps de faire des erreurs pour pas avoir je dis pas que c'est mauvais d'avoir un objectif d'excellence, parce que comme je vous ai dit, l'excellence c'est une valeur, on mérite toutes de l'excellence. Mais constamment en train de courir après cet objectif-là de 100%, etc., c'est épuisant, c'est fatigant. OK? Et à l'âge adulte, cette perfection l'a rendue invisible au travail parce qu'au bout d'un moment, ils se sont juste pris pour acquis qu'elle va de toute façon être parfaite, elle va ramener des clients, whatever it is, OK, we don't care. Et aussi, c'est que cet effet-là d'être invisible a remonté la blessure d'injustice puisqu'il l'a ramené au burn-out. OK? Et avant d'arriver au burn-out, il y a quelque chose qui s'est passé. OK? Parce que c'est exactement là que la procrastination rentre en jeu. C'est la coupe fatale. La transition perfectionnisme-procrastination que certains d'entre vous ont déjà vécu. C'est-à-dire qu'on est dans le go-go-go, c'est que notre système nerveux est en mode fight of life, combat-fuite, combat-fuite, combat-fuite. Après, on se met complètement en freeze. Et quand on est en freeze, on est dans l'épuisement, on est dans le figement, on n'arrive à plus rien faire. Mentalement, on veut faire des choses. On se dit, on va faire telle chose, mais vas-y, va me sortir du lit pour aller faire quelque chose. OK? Et donc, à partir de là, la société nous a programmés à comprendre que la procrastination, c'est de la flemmardise, c'est de la paresse, c'est tu as pas envie, c'est t'as pas assez de discipline, c'est t'as pas assez de volonté. Non, la procrastination, c'est un système nerveux qui est en figement. Et elle vient du perfectionnisme qui t'a amené à constamment penser à travers tes pensées, OK? Si je peux pas faire parfait, alors je préfère rien faire. Qui a déjà entendu ça ou qui s'est déjà dit ça? Si je le fais pas à 100%, je le fais pas. Moi, ça me rappelle des souvenirs au travail, à la maison, des moments où j'ai dit, mais si je le fais pas complètement, je le fais pas. What's the point? C'est quoi l'intérêt? Right? Sauf que ça, c'est un blocage de survival mode, d'un système nerveux en survie parce que on retarde les choses pour éviter des choses comme le jugement, la déception, les cris des parents quand on était enfant, le fait de pas plaire assez, le fait de pas se sentir assez, parce que quand on est dans le perfectionnisme, notre valeur tourne autour de ce qu'on performe, notre estime de nous-mêmes, elle est complètement liée à ce qu'on réussit ou réussit pas. Et le fait de retarder ou d'utiliser la procrastination pour justement contrer les choses, ben en fait, c'est que je retarde l'effet de honte qui vient avec. Right? Donc, pendant que tu repousses les choses et que tu regardes autour de toi, tu commences à te comparer. Tu commences à scroller sur les réseaux sociaux. Comme du doom scrolling, like fucking doom scrolling, tu sais. Puis là, elle a fait ci, elle a fait ça. Puis là, la comparaison, elle fait quoi? Elle devient un carburant, un fuel, OK? De l'essence que tu mets dans une voiture pour le perfectionnisme. Right? Et là, je vous vois, parce que je connais ce genre de situation, mes clients me l'ont souvent raconté, c'est que t'es là, t'es sur Instagram, en train de regarder la vie des autres, tu vois tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils disent, et là, tu te dis, pourquoi je suis pas comme elle? Et malheureusement, à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? C'est que l'envie embarque. La blessure d'injustice, elle s'amplifie. Le sentiment d'être replié sur soi, d'être dans un isolement s'intensifie. La honte intensifie le tout. Et bien sûr, tout ça, c'est en lien avec le trauma. D'accord? Et d'autres questions, ça peut être pourquoi j'ai pas ça, pourquoi j'ai pas réussi ça, pourquoi j'ai pas accompli ça. Sauf que dans le cas du perfectionnisme, peu importe ce que tu fais, tu seras jamais satisfaite. Peu importe ce que tu accomplis, tu te sens toujours derrière les autres parce que ta valeur te dit
tu n'es pas assez, je ne suis pas assez. Right? Comme je disais, c'est là que le people pleasing va commencer à glisser. Ça peut être juste le fait, par exemple, il y a une cliente qui te dit « Ah, j'aimerais voir tel contenu sur ton compte Instagram. » Là, tu vas aller le faire en précipitation parce que ça va t'apporter des likes, par exemple. Ça va t'apporter des comments. Ça va t'apporter de l'argent. This is an example. C'est un exemple parmi d'autres, OK? Mais c'est que tu veux tellement plaire parce que tu veux tellement prouver que tu vaux quelque chose que tu vas aller encore go back to fight or flight, combat fit. Tu vas surproduire, tu vas surdonner, tu vas toujours dire oui à tout le monde. Parce qu'encore une fois, tu crois que ton assez, quand on parle de ta valeur personnelle aux yeux des autres, dépend de leur regard, hein, de leur façon de voir les choses par rapport à ce que tu fais. Et aussi, dépend de ce que tu performes et ce que tu fais. Le problème, comme je le disais tout à l'heure, c'est que quand on rentre dans ce cycle-là, on se déconnecte de soi-même. Il y a une déconnexion de soi qui se crée automatiquement. Il n'y a plus de plaisir. Tu ne vis plus pour ton propre plaisir à toi. Tu ne vis plus dans tes propres désirs. Tu te déconnectes de tes propres besoins. Si, comme je disais tout à l'heure, si vous avez lu les livres de Lise Bourbeau, La blessure de l'injustice, c'est en lien avec ça. Hein? On fait tout pour maintenir une image, sauf que cette image-là, elle nous épuise. Puis sur du long terme, c'est pas agréable, c'est pas satisfaisant. Puis ben, encore une fois, on retourne dans le même cycle. C'est comme le serpent qui se mord la queue, puis on continue over and over and over again. Right? Et perso, dans mes one-on-one, j'ai déjà vu des clientes, là je parle des clientes par exemple entrepreneurs, qui ont porté par exemple des projets ou des lancements pendant des années et des années à refaire le même projet, le même lancement. Puis se rendre compte que peu importe ce qu'elles font, c'est jamais assez. Donc, qu'est-ce qu'elles faisaient? C'est qu'elles reportaient les choses. Elles l'ont peut-être lancé, ça n'a pas plu, ça a duré quelques mois, elles l'ont arrêté, elles l'ont reporté. Et reporté, et reporté, et reporté, et reporté. Sauf que constamment reporté parce que c'est pas parfait, parce que c'est pas assez comme tu le veux, parce que ta valeur te dit que t'es pas assez, ben t'es en train de courir derrière la procrastination. Et la peur viscérale qui vient avec ça, c'est que si je me montre tel que je suis, ça va pas suffire. Ça ne suffira pas. Parce qu'encore une fois, je pense qu'au niveau de ma valeur, je suis diminuée. OK? Pensez, votre valeur, c'est comme un compte de banque. Quand on est né, on a commencé avec 1 million. Mais à force des expériences qu'on a vécues, on a internalisé la honte qu'il y a derrière par rapport au fait qu'on n'est pas assez par rapport à notre valeur. Imaginez, vous performez. Là, votre compte de banque, il augmente par exemple de 10 $, 15 €. Et là, vous vous épuisez. Fait que là, votre compte de banque stagne. Et là, vous essayez de plaire à tout le monde, votre compte de banque diminue. OK? C'est vraiment... Là, c'est une analogie que je fais, là, c'est une métaphore, mais comprenez que, genre, à chaque fois que vous en faisiez plus pour les autres, pour vous dire que vous êtes assez, vous diminuez en termes d'énergie parce que vous ne vivez pas pour vous, vous vivez pour l'autre. Et il y a une différence entre avoir des standards et atteindre l'excellence et s'auto-saboter. Puis l'auto-saboteur est une autre forme d'autocritique qui vient généralement après le procrastinateur. Après que, bon, le chef de corvée a déjà mis « faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça, faut que tu dises ci, faut que tu dises ça », le perfectionnisme qui embarque, le perfectionnisme est épuisé. Donc, il se met de côté, le procrastinateur arrive pour ralentir, et là, l'auto-saboteur qui arrive. OK? Les standards sains, ou l'excellence qui est saine, c'est quelque chose qui va te challenger. Quelque chose qui va vouloir que tu fasses des choses qui vont te faire plaisir pour viser haut, pour progresser, en même temps d'accepter que l'imperfection fait partie de ton chemin, que l'échec fait partie de ton chemin. Le perfectionnisme, lui, OK, il va uniquement te pousser à aller en avant, à continuer d'aller en avant, et il va finir par te bloquer. Et quand il arrive par te bloquer, c'est que l'auto-saboteur est arrivé. Et l'auto-saboteur, c'est un protecteur. Hein. Ne pensez pas que c'est quelque chose que vous avez chez vous, qui vous fait du mal parce que vous vous aimez pas assez, comme certaines personnes dans le monde du mindset vous font croire. C'est pas vrai. Ça fonctionne pas comme ça. Quand on travaille avec des techniques somatiques, l'auto-saboteur, il est là pour protéger parce qu'il a déjà vu des répétitions où est-ce que vous êtes tellement tombé par terre
qui va venir freiner les choses parce que c'est pas assez safe de recevoir ce que vous allez recevoir. OK? Donc, imaginez les standards, l'excellence égale croissance. Perfectionnisme égale paralysie égale autosabotage. OK? Et le perfectionnisme en lui-même est une forme d'autosabotage. OK? Pourquoi? Parce que tu te mets volontairement dans des conditions qui vont être impossibles alors que tu pourrais avancer en faisant des erreurs puis ça pourrait réussir. OK? Puis en faisant ça, en mettant ces conditions-là qui sont impossibles, tu confirmes le scénario que tu connais facilement. Je ne suis jamais assez. Je n'ai pas de valeur. Donc, le perfectionnisme, c'est pas ce que tu vas qualifier de rigueur. Hein, le mot rigueur, il sort souvent, surtout chez les Français. J'ai remarqué que vous avez ce mot-là, la rigueur qui revient souvent. Même quand j'ai travaillé en France, j'ai étudié en France, le mot rigueur, il revenait tout le temps. On parlait de rigueur, sauf que la majorité du monde avec qui je travaillais dans le 9 to 5, le 9 à 5, rigueur, pour eux, c'était perfectionnisme. Mais la rigueur, ça fait partie d'une forme de croissance. On ne devient pas des gens qui ont de la rigueur comme ça du jour au lendemain. Dans chaque chose dans notre vie, on va prendre confiance à force de faire les choses, de répéter, de se tromper. Imaginez un enfant, quand il apprend à marcher. Au début, c'est bancal, ça va dans tous les sens, etc. Mais à force de créer de la croissance et de répéter, et cette rigueur-là qui l'a amené vers l'excellence et il a réussi à marcher éventuellement. Et quand on rentre dans le perfectionnisme, et quand on confond rigueur et perfectionnisme, malheureusement, là, on rentre dans le contrôle. Et beaucoup de femmes vivent dans le contrôle sans s'en rendre compte. OK? C'est pas une bonne chose, le contrôle. C'est pas sécuritaire. Quand on est dans le contrôle, on met notre système nerveux en mode hypervigilance. Hypervigilance, c'est la partie du système nerveux où est-ce qu'on est encore plus que combat-fuite. OK? C'est vraiment l'extrême du combat-fuite. Ça veut dire que je dois tout le temps guetter que je suis constamment sur le qui-vive. Je peux pas vivre. On ne vit pas sur le qui-vive. On survit sur le qui-vive. Et malheureusement, ça, qu'est-ce que ça va créer chez toi? Et d'ailleurs, ça va devenir littéralement une identité. C'est que tu ne vas pas supporter l'idée de devoir décevoir les autres. Alors, tu vas préférer t'enfermer dans une forme d'illusion plutôt que d'essayer de risquer justement l'échec. L'illusion de tout est beau, tout est parfait, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela, parce que justement, je suis dans le contrôle, je suis dans le qui-vive, je gère tout, je suis dans le micromanagement. Si vous travaillez dans le monde du salariat et que vous dirigez une équipe, ça s'applique vraiment à vous, parce que j'ai connu des managers, surtout femmes, qui ont été incapables de sortir de ça. Et aujourd'hui, ils sont en burn-out. OK? Parce que l'objectif d'un chef, entre guillemets, j'aime pas ce terme-là, parce que je sais qu'en France, vous utilisez beaucoup le terme chef. Ici, on dit leader ou gestionnaire. C'est de donner une direction. C'est de mettre des standards qui sont sains. C'est de mettre un encadrement. C'est de dire, OK, on s'en va là-bas. Suivez-moi, on y va. C'est pas, viens, je vais te prendre par la main, puis tu vas faire comme ça, puis tu vas faire comme si on va aller là, puis là. C'est trop de gestion. Déjà, si vous êtes maman, par exemple, c'est compliqué avec un enfant. Donc, imaginez que des adultes. OK? Et ça me ramène à une cliente que j'ai accompagnée. Et elle m'avait dit quelque chose du genre moi, je préfère ne jamais lancer un projet plus tôt que, en fait, de voir que s'il ne marche pas. En fait, le fait de déjà, elle anticipe plutôt le fait que son projet risque de ne pas marcher. Elle préfère ne pas lancer ce projet-là parce qu'elle sait que ça va pas marcher. Ou même en entreprise, elle me disait quand elle faisait du consulting, elle préférait des fois de ne pas être force de proposition par rapport à certaines choses parce qu'elle avait peur que ça marchait pas, que de se dire, OK, ben, on va essayer. Et si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, ça marche pas. Elle était tellement dans une identité avec son perfectionnisme qu'elle était incapable de se lancer, de être force de proposition. Elle a préféré utiliser le people pleasing et le maquillage du perfectionnisme au lieu du courage qui va avec.
Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Dites-moi dans le chat si vous comprenez où est-ce que je m'en vais avec ça, là. Et ici, la clé, l'idéal, c'est de cesser de donner trop de droits de parole à la voix intérieure qui pense te motiver mais qui te détruit. De la remercier, merci. Merci pour ta protection. Ça fait des années que tu me protèges. Ça fait des années que tu me leads, etc. Aujourd'hui, je ne suis plus l'enfant que j'étais qui avait peur de ne pas être assez. Je suis l'adulte qui est capable de prendre soin de moi et je veux te donner des vacances. Relax, va t'amuser. Laisse-moi me charger en tant qu'adulte de mon système nerveux. Puis l'enfant qui est en moi, si tu m'entends, on est en sécurité. Je suis là pour t'accompagner. OK? C'est vraiment de créer un dialogue intérieur, pas positif pour positiver, pour s'auto-gaslighter, là, hein? S'auto-mentir, entre guillemets, mais de faire une discussion avec toi-même, comme tu le ferais avec ta meilleure amie, comme tu le ferais avec toi, enfant, comme tu le ferais avec un enfant dans une cour de récré qui pleure parce qu'il n'a pas réussi à lancer son ballon correctement. OK? Plus dans ce sens-là. Je suis ravie qu'on me dise que c'est clair. I love that. Et donc, ceci m'amène au point cumulatif de ce live, c'est la transformation de la voix intérieure. J'ai un petit peu devancé. Et encore une fois, la voix de l'autocritique, du perfectionnisme, c'est des voix qui épuisent, c'est pas des voix qui motivent. OK? Surtout quand la voix en question, elle te dit « T'aurais dû mieux faire, t'aurais dû faire mieux. Oh, l'autre va parler de toi, t'es jamais assez, c'est pas bon. Oh, ça fait des années que tu travailles sur ce projet-là, mais regarde, t'es incapable de le faire. » Tout ça, on l'accueille, mais on l'écoute pas de manière à se sentir écrasé. Merci pour le message, je l'entends. It's good. Mais je m'identifie plus à ça. Je suis plus la petite fille qui avait mal parce que papa, maman me qualifiaient en lien avec ce que je produis, ce que je fais, non pas qui je suis. D'accord? Et ça vaut la même chose dans votre couple. À chaque fois que vous allez vous voir en train de vouloir trop faire pour votre partenaire, OK? Au point de le materner, take a step back, recule un peu. Merci. Mais je vais le laisser prendre le leadership. Je suis en sécurité. Je n'ai pas besoin de tout contrôler. OK? Alors, comment on transforme cette voix intérieure? Number one, comme je l'ai dit, c'est la reconnaissance. Accepter que ce critique intérieur-là, le perfectionnisme, le procrastinateur, l'autosaboteur, c'est des voix qui sont anciens, qui sont des schémas qui viennent de manière archaïque de nos ancêtres, qui sont dans notre système nerveux, mais aussi qui viennent de notre enfance. Mais ce ne sont pas nos voix. Ce sont les voix de nos parents, des adultes à l'école, d'autres adultes qui nous ont dit peut-être ou nous ont fait croire, parce qu'encore une fois, le trauma est subjectif, qu'on n'a pas été assez. OK? Deuxième point, challenger la voix quand elle dit que t'es pas assez. Tu vas lui répondre. Je fais le maximum pour moi aujourd'hui. J'ai fait de mon mieux. On a fait de notre mieux. Je sais que ça peut sembler difficile, qu'on n'a pas réussi ce truc-là, mais c'est pas grave. Demain est un autre jour et je sais, j'ai confiance en nous, j'ai confiance en moi que je vais pouvoir réussir à la faire. Il n'y a pas besoin d'être parfait parce que la perfection n'est pas de l'ordre de l'être humain, mais je peux m'engager à être dans l'excellence, d'avoir des standards qui sont assez élevés. Right? On va challenger cette voie-là. OK? Donc, c'est le discours intérieur encore une fois. Ensuite, le troisième point, je dirais, c'est le fait de se rééduquer. Je l'ai dit tantôt rapidement, de se parler comme si tu parlais à ta petite sœur, à ta meilleure amie, à l'enfant du voisin, à l'enfant que tu étais au primaire qui aurait voulu entendre ça d'un adulte. En fait, qu'est-ce que tu lui dirais? Je suis certaine que tu vas pas lui dire « t'es pas assez ». Tu vas lui dire « c'est pas grave, c'est juste une erreur ». OK? On prend l'erreur, on la tient dans nos mains, on devient responsable. Qu'est-ce qu'on peut en faire? OK? Et on va aller mettre d'autres actions en place. OK? Et enfin, le dernier, celui-là, c'est mon préféré. Puis c'est celui vraiment qui m'a aidé à sortir de ça. Ayez des post-it. Prenez votre téléphone. Section notes. OK? C'est de célébrer chaque petite chose que vous faites, les small wins. Pour les filles avec qui je travaille en one-on-one ou avec qui je travaille dans les groupes coaching, dans mon groupe de coaching, vous savez que je suis une adepte des small wins. OK? La petite chose que je fais dans la journée, je suis comme yeah, we did it! Puis je fais ça à mon corps, ou je fais ça comme ça à mon corps, ou je fais comme smart girl. Tu sais, je me fais ça devant mon miroir pour que mon corps puisse comprendre
mon côté cognitif, là. Mon corps puisse comprendre et ressentir que on l'a fait. It's good. Right? Habituellement, je serais en train de scroller, mais finalement, j'ai pas scrollé. Good job! J'ai pas scrollé, tu sais. Ou si tu préfères le format vidéo, ça peut être intéressant aussi de te filmer tous les jours. À chaque fois que tu fais un small win, tu prends ton téléphone, tu dis « Yes, we did it! On l'a fait! » Right? Faut être un petit peu notre propre Dora l'exploratrice, là, OK? Quand Dora, elle danse « Yes, we did it! We did it! We did it! Yeah! » OK? Faut devenir Dora, OK? OK? Ceci est un standard que je vous demande d'appliquer dans votre vie, de devenir votre propre Dora l'exploratrice, OK? Parce que c'est cette manière-là que le perfectionnisme va commencer à diminuer. Pourquoi? Parce qu'on se donne de la reconnaissance, tout simplement. Quand on se reconnaît soi-même dans quelque chose qu'on a fait, ben ça fait plaisir. On se sent vu, on se sent entendu, on se sent considéré par nous-mêmes. Il n'y a pas plus important que d'avoir ce sentiment-là à travers soi-même et ne pas le chercher à l'extérieur. Okay? Parce que quand on est dans le perfectionnisme, on cherche toujours le regard extérieur, la validation extérieure. Et là, on devient notre propre Dora, notre propre validation intérieure. Et on va être fiers de nous-mêmes. Et d'ailleurs, si vous demanderez à mes clientes, mais je dis toujours à mes clientes, sois fière de toi. Quand elles accomplissent quelque chose, je ne leur dis pas, je suis fière de toi, parce que je veux pas qu'elles associent la fierté à quelque chose de l'ordre de l'extérieur en termes de validation. Je leur dis, sois fière de toi. OK? Parce que ça doit devenir de l'intérieur de soi pour aller vers l'extérieur, pour qu'on puisse rayonner vers l'extérieur, justement cette fierté-là qui est une bonne fierté. Exactement, Eileen. D'ailleurs, quand tu l'as fait, je t'ai vraiment félicité par rapport à ta fille. J'étais très fière d'avoir, d'avoir transmis cette façon de faire à vous toutes dans le groupe du coaching, en fait. Donc vraiment, même quand c'est votre enfant, dites-lui, sois fier de toi. OK? Pas tout le temps attendre à dire maman est fière de toi. Parce que ça, sur du long terme, ça va être à la recherche que les hommes valident madame quand on devient adulte. Et that's no good. OK? We don't want that. Donc, note tes actions, tes avancées, tes petites victoires sur des post-it. Ça peut être à côté de ton miroir, où est-ce que tu t'habilles, où est-ce que tu te maquilles. Ça peut être avant la porte d'entrée, je suis fière de moi. Whatever this is, or it is, faites-le. Parce que la reconnaissance, c'est ce qui va justement guérir le perfectionnisme. Alright? Je pense que j'ai une anecdote à vous raconter aussi. J'avais une cliente qui était venue, c'était mes débuts quand j'ai commencé mes coachings, c'était il y a comme presque 5 ans maintenant. Et cette cliente-là, elle avait vraiment, je pense, internalisé dans son corps, d'ailleurs même son corps physiquement communiquait ça. C'était constamment, c'est nul, je suis nul, je sais pas faire, je suis nul, je suis nul, je suis nul. Et un jour, je l'ai mis au défi. J'ai dit, tu vas faire telle chose, je m'en rappelle plus c'était quoi exactement. Et je lui avais imposé, OK, parce qu'il fallait vraiment que je la réveille, OK. Je lui ai imposé, j'ai dit, je veux que tu le fasses de la manière la plus imparfaite possible. Je veux que tu sabotes le truc. Je crois que c'était une recette que je lui avais dit de faire ou quelque chose, je m'en rappelle plus exactement. Et je veux que tu me reviennes là-dessus la semaine d'après quand on s'était vu en coaching encore. Et là, elle m'a dit, Lamia, je suis choquée. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit, tu comprends pas à quel point j'ai ressenti un soulagement immense d'échouer quelque chose et de pas être dans le contrôle de absolument réussir la chose en soi. Et c'est la première fois de sa vie, depuis qu'elle est enfant, et la personne en question, elle avait 40 ans, qu'elle s'est autorisée à ne pas faire la chose dans la perfection. Et guess what? La recette qu'elle n'a pas fait à la perfection, finalement, c'était meilleur que quand elle l'a fait à la perfection. OK? Il me semble que c'est une recette si je me trompe pas. Parce qu'elle m'avait dit, ça goûtait mieux. Parce qu'elle a savouré la petite victoire d'avoir fait juste un gâteau tout simplement avec du plaisir. Elle n'a pas cherché à être Masterchef, là. OK? C'est pas un concours. Vous voyez? Et c'est à ce moment-là qu'elle a fait, wow! Il me semble que c'était une recette, puis elle a dit vraiment c'était bon, qu'elle était fière d'elle, puis elle s'est donné cette permission d'être, de faire, sans avoir de conditions, de paramétrage, d'injonctions, d'être parfaite, quoi. Et ça, faites-le même avec vos enfants.
Apprenez-leur à faire des choses avec la pâte à modeler, par exemple, ou quand vous faites des recettes avec votre enfant, invitez votre enfant, laissez-le jouer avec la pâte et faire n'importe quoi, ou même prenez de l'eau, puis jouez avec de l'eau dans la maison, versez de l'eau, trouvez un endroit, mettez une espèce ou dans la douche, dans la salle de bain, mettez de l'eau partout pour vous amuser, sans chercher à vouloir faire une douche parfaite pour votre enfant le soir. That's not the point. Si on fait tout à la perfection, on ne sera pas heureux dans notre vie parce qu'on sera constamment dans le contrôle et dans le qui-vive. Et le système nerveux le vit comme constamment une menace et un danger. OK? L'erreur est humaine et c'est grâce à l'erreur qu'on va aller chercher des standards plus hauts puis qu'on va aller chercher doucement, avec patience, l'excellence. Donc, tout ça pour terminer sur une conclusion qui est simple. Le perfectionnisme, c'est pas ton identité. Et tu as le choix aujourd'hui de sortir de cette armure que tu t'es forgée dans ta peur de rejet, dans ta peur d'être puni, dans ta peur d'être un enfant à qui on retire de l'amour. Parce que oui, quand on est puni enfant, on pense que l'adulte ne nous aime pas. OK? Et de transformer ça par un choix aujourd'hui de faire les choses de manière à ce qu'elles soient la plus simple possible. Et si on se trompe, c'est pas grave parce que je ne suis plus cet enfant-là. Je remercie l'enfant qui a vécu ça parce qu'elle m'a appris des choses. OK? Parce que over time, elle a mis cette armure pour pouvoir m'aider à faire des choses. Mais m'auto-critiquer tout le temps, ça me motive pas, ça m'épuise. Ça me mène au burn-out. Et j'ai pas besoin d'être parfaite pour être aimée. C'est super important ici parce qu'on qualifie la perfection à l'amour. OK? Et j'ai pas besoin d'être parfaite pour être digne. Parce que la perfection ici, si on ne l'atteint pas, on devient honteux. Et la dignité, c'est notre droit de naissance. On naît avec la dignité. On n'a pas besoin d'être parfait pour avoir la dignité. Okay? Donc, on n'a pas besoin d'être parfait pour être digne. Et juste, soyez humains. Parce qu'on est venu vivre une expérience humaine ici. Où est-ce qu'on a le choix d'être présent, d'être vivant, de vivre toute la complexité dans laquelle on existe. Dans nos fous rires, dans nos larmes, dans notre rage. Et ça, c'est beau. It's beautiful. I think it's really beautiful d'être humain. Donc, la prochaine fois où est-ce que tu vas t'entendre mentalement cette phrase qui dit t'es pas assez, la petite voix qui dit t'es pas assez, ou t'en as pas assez fait, t'aurais dû, t'aurais pas dû, pose-toi une seule question. C'est la suivante. Est-ce que je veux nourrir mon bourreau intérieur, mon critique intérieur, ou est-ce que je veux devenir ma propre alliée intérieure? Et je vais terminer le live sur ça. Je vais répéter la question. Est-ce que je veux devenir mon propre critique intérieur, mon propre bourreau intérieur, celui qui me fait du mal, ou est-ce que je fais le choix de devenir ma propre alliée intérieure, ma propre meilleure amie, ma propre muse? Et on termine le live sur ça. Merci pour votre participation dans le chat. J'ai pu rapidement vous lire au fur et à mesure. Et sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée chez vous en France et une excellente après-midi au Québec. Ciao guys!